La brigade financière a perquisitionné mercredi le siège parisien du Rassemblement national, dans le cadre d'une enquête sur le financement des dernières campagnes électorales du parti. Le siège parisien du Rassemblement national a été perquisitionné mercredi par une vingtaine de policiers de la brigade financière et 2 juges d'instruction. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en juillet 2024. Celle-ci porte sur des soupçons de financement illicite des campagnes du RN à la présidentielle et aux législatives de 2022, ainsi qu'aux élections européennes de 2024. La Commission nationale des comptes de campagne suspecte le parti à la flamme d'avoir eu recours de manière excessive à des prêts de particuliers et d'avoir gonflé certaines sommes pour obtenir un remboursement plus important par l'État. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a fermement condamné la perquisition, dénonçant une opération de harcèlement et un acharnement. Cette descente de police survient un jour après que le parquet européen a ouvert une enquête pour des soupçons d'irrégularité financière concernant Identité et démocratie, le précédent groupe du RN au Parlement européen. À Marseille, au moins 110 personnes ont été blessées dans un incendie de forêt qui a progressé rapidement, détruisant près de 700 hectares, menacé 2 arrondissements du nord de la ville et enveloppé la cité phocéenne dans un nuage de fumée épais toute la journée de mardi. Ce mercredi, l'incendie n'est toujours pas fixé, des reprises de feu ont été constatées pendant la nuit. Selon les autorités, quelques 1000 pompiers ont été déployés au plus fort de la crise. Au moins 400 personnes ont été évacuées et relogées dans des gymnases pendant la nuit. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a annoncé ce matin le déconfinement du 16e arrondissement de la ville tout en appelant à la prudence face aux résidus de fumée. Le trafic aérien interrompu ce mardi pendant toute la journée a repris en fin de soirée. Les liaisons TGV depuis et vers Marseille ont quant à elles été rétablies ce mercredi aux premières heures de la matinée. Des semaines de canicule combinées à des vents violents ont augmenté le risque d'incendie dans le sud de la France, plusieurs d'entre eux s'étant déclarés ces derniers jours. Un second fait d'ailleurs toujours rage autour de Narbonne. Au Texas, le bilan des victimes des inondations du 4 juillet dernier s'est encore alourdi. Au total, 109 décès ont été confirmés à travers l'État, dont 94 dans le seul comté de Kerr, incluant 27 victimes dans le Camp Mystic. En outre, environ 161 personnes sont toujours portées disparues selon les autorités locales. Ce chiffre a triplé après l'ouverture d'une ligne téléphonique d'urgence pour permettre aux familles de signaler la disparition de leurs proches. Le temps presse désormais. Des équipes dans des aéroglisseurs, des hélicoptères et des centaines de bénévoles participent à l'une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage jamais menées au Texas. The primary job right now continues to be locating everybody who was affected by this flood. There still remain those who are missing. We have to find every single person who's missing. Des machines lourdes sont utilisées pour couper les arbres tombés, creuser les berges des rivières et dégager d'énormes tas de débris dans cette course effrénée pour retrouver les disparus. Les autorités cherchent aussi à savoir ce qui n'a pas fonctionné dans le système d'alerte alors que le niveau de la rivière Guadalupe montait très rapidement. Les dommages sont estimés entre 18 et 22 milliards de dollars avec des infrastructures, campings, habitations et entreprises, pour certains totalement anéantis par les inondations. La Russie a tiré plus de 700 drones et missiles contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, la plus grande offensive depuis qu'elle a lancé son invasion du pays il y a 3 ans. L'Ukraine affirme que le Kremlin a tiré exactement 728 projectiles visant principalement la ville occidentale de Loutsk. Les tirs comprenaient des drones de type Shahed ainsi que des missiles de croisière et balistiques. Les forces aériennes ukrainiennes affirment avoir abattu près de 300 drones et avoir pu en intercepter plus de 400 autres à l'aide de brouilleurs électroniques. Les missiles balistiques ont, eux, réussi à atteindre leur cible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que les attaques de Moscou mettent en évidence son manque de volonté de mettre fin à la guerre. Il a appelé ses alliés à accroître la pression sur la Russie pour la contraindre à la paix. Vladimir Poutine a donné son feu vert pour que des étrangers puissent officiellement s'engager dans l'armée russe. Objectif affiché, renforcer les rangs sans recourir à une nouvelle mobilisation de citoyens russes impopulaires et politiquement risqués. Depuis plusieurs mois, Moscou fait face à des pertes importantes en Ukraine. Pour continuer l'effort de guerre sans raviver les tensions internes, la Russie ouvre ses portes à des volontaires venus notamment d'Asie centrale ou d'Afrique. En contrepartie, ces recrues peuvent obtenir un passeport russe et une compensation financière.
Mais cette manœuvre soulève aussi de nombreuses questions sur l'usage de mercenaires et la place des étrangers dans un conflit qui reste fondamentalement russe. Donald Trump change finalement de cap. Ce lundi, lors d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain a promis d'envoyer davantage d'armes à l'Ukraine après l'attaque russe de la semaine passée qui était la plus importante depuis février 2022. Cette décision intervient quelques jours seulement après que le Pentagone a interrompu des livraisons de certains missiles de défense aérienne à Kiev en raison d'inquiétudes liées à la diminution des stocks. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons, primarily. Donald Trump avait échangé avec Vladimir Poutine, lui mettant alors la pression pour obtenir la fin des combats, mais s'était dit très mécontent de son homologue russe. Le président américain s'était également dit ouvert à un durcissement des sanctions contre Moscou. Donald Trump a également échangé avec Volodymyr Zelensky qui a affirmé que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour renforcer les défenses aériennes ukrainiennes. La Grèce s'inquiète de ce qu'elle qualifie de flux migratoires massifs, continus et croissants en provenance de Libye, notamment au sud du pays, en Crète. Alors que plus de 2000 personnes y ont été secourues ces derniers jours par l'agence européenne Frontex, 520 autres ont été prises en charge ce mardi par la police portuaire grecque. Le groupe avait été repéré au large de Gavdos, petite île au sud de la Crète, naviguant à bord d'un bateau de pêche par vent fort et mer agitée. L'opération de sauvetage a mobilisé un navire offshore, un cargo battant pavillon bahaméen, 2 avions ainsi que 4 autres embarcations de soutien. Les capacités d'accueil et d'hébergement de Gavdos étant déjà dépassées, les nouveaux arrivants ont directement été transférés à Lavrion, port situé près d'Athènes. Au cours des derniers mois, des discussions avaient été engagées en vue de la création de structures d'accueil temporaires sur l'île, mais elles n'ont pas abouti. Face à l'augmentation des traversées, les autorités locales ont appelé le gouvernement à prendre des mesures concrètes. Athènes a annoncé suspendre durant 3 mois l'examen des demandes d'asile de migrants arrivant en Grèce par la mer depuis l'Afrique du Nord. Lors du dernier sommet de l'Union européenne fin juin à Bruxelles, une mission avait été organisée pour se rendre en Libye et s'entretenir avec les autorités locales. La visite de la délégation européenne a cependant pris une tournure inattendue. Reçue à Tripoli par le gouvernement d'unité nationale reconnu par l'ONU, elle a été sommée de repartir immédiatement à son arrivée à Benghazi, où elle devait rencontrer le gouvernement de stabilité nationale. La société civile et les médias sont confrontés à des défis croissants dans l'UE, alerte le rapport sur l'état de droit. Ce rapport de la Commission prend le pouls des institutions démocratiques dans les 27 pays membres grâce à 4 piliers. La justice, la lutte contre la corruption, les médias et la séparation des pouvoirs. There is no progress in respect of many specific recommendations, and of course that is a concern. And so where we find that the space within which civil society operates, or where we find that has narrowed, for example, or where we find that the media are under undue pressure and influence, then we have to call that out. En Italie, une nouvelle loi sur la sécurité visant à combattre le terrorisme et le crime organisé pourrait avoir des répercussions pour la société civile et les libertés. Il y a aussi des inquiétudes pour les médias. So in the case of Italy, the important thing is to continue with the efforts to introduce the agreed reforms to the justice system. We have made recommendations having looked at the 4 key pillars in the rule of law area. So for example, in the media, having a system in place for the funding of public service media in Italy is a specific recommendation that we have made. En Grèce, en Pologne et en Hongrie, des préoccupations persistent sur l'indépendance et l'impartialité des autorités de régulation des médias. En Hongrie, des journalistes et des médias ont été accusés de servir des intérêts étrangers et ont fait l'objet d'enquêtes. The crackdown on civil society in Hungary was also underlined in the report. Commissioner McGrath mentioned a deteriorating environment and the legal uncertainty that organizations have to face in the country. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg.
Un soutien financier qui aurait diminué de 7,1% en 2024 par rapport à l'année précédente, selon un récent rapport de l'OCDE. Face à la diminution des contributions des pays donateurs, notamment des États-Unis, l'aide internationale au développement tire la sonnette d'alarme. José Manuel Barroso, qui dirige actuellement l'Alliance du vaccin, reconnaît l'émergence d'inquiétudes grandissantes dans le secteur. It's true that there is some concern in the development community about the continued support to development in general and also in the field of public health. Having said that, I believe we are going to overcome that difficulty. José Manuel Barroso préconise une allocation plus efficace des ressources, davantage axée sur les résultats. And if you want to be honest, we have to recognize that sometimes it's not done the best way. There are inefficiencies, there are many money that sometimes is lost, including in the donor countries. And I think that this occasion, where we see the difficulties that some of our donors have in getting the necessary support from their budgets, I think it's the ideal moment for us to look at what we can gain in terms of efficiency. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a suspendu une très grande majorité de l'aide au développement des États-Unis dans le monde. It's not just about money. It's about expertise. It's about people on the ground. And the United States has been a great supporter of international development. So we hope that commitment remains. Not only the United States, all the countries. En Europe également, le financement de l'aide au développement s'est tari. Les tensions géopolitiques et la menace d'un conflit armé sur le sol européen ont entraîné une réorientation des budgets au profit des dépenses de défense militaire.